Bonjour, madame, monsieur, messieurs. Bonjour. On est là pour parler de la croûte. Alors, on va parler pain, mais on va vraiment se concentrer sur la croûte, toutes ces belles croûtes qu'on voit ici sur la table. En fait, j'avais une première question toute bête, peut-être pour Frédéric Lanos. Pourquoi il y a de la croûte sur le pain? Et il y a une croûte parce qu'il y a caramélisation et cette partie qui est un petit peu plus croustillante. Pour compléter ce que dit Frédéric, en fait, quand ça cuit, en fait, parce qu'à l'extérieur, perd plus rapidement de l'eau, donc durcit et Sèche un peu. Sèche et durcit. Sèche par rapport à la mie à Et l'intérieur. après, on aura des épaisseurs de croûte complètement différentes suivant les fermentations qu'on va mener et suivant la recette qu'on va y apporter. Dans ces deux pains-là qu'on pourra regarder tout à l'heure, celle-ci, j'ai quasiment pas de croûte, celle-ci, j'ai une belle croûte. J'ai des ingrédients qui ne sont pas les mêmes dans telle et telle recette. Donc chaque ingrédient, farine, sel et eau, peuvent influer selon les proportions. Et je dirais même, encore une fois, le risque de provoquer Frédéric, que le façonnage, la tourne, La main du boulanger. un pain long, comme une baguette, va avoir un rapport croûte-mie différent qu'un gros pain classique de 2 ou 3 kilos, où la croûte va avoir un autre aspect. L'engouement pour la baguette à Paris, dans les années 20 et 30, c'était justement parce qu'on voulait la croûte. Oui. La croûte dans le temps était une espèce de garantie de conservation. Une croûte épaisse pour un gros pain était une manière donc d'assurer que ça allait rester frais. D'ailleurs, on ne mangeait pas le pain tout de suite, on mangeait le pain le lendemain si c'était un gros pain. Et donc la croûte a un effet protecteur aussi donc, pour Bien la sûr. conservation, Évidemment, la oui. qualité. Un pain qui a une croûte trop fine, la mie va sécher très très vite en fait, puisqu'elle va perdre de l'eau, elle va sécher, donc le pain va durcir et sera beaucoup moins bon à la consommation. C'est pour ça qu'avant, quand il n'y avait que des pains comme ça, on les gardait sur plusieurs jours sans problème, alors qu'une baguette ou un pain qui aurait une croûte très très fine par défaut de cuisson, il pourra être gardé très peu de temps. Alors on parlait de la cuisson tout à l'heure, effectivement. Toi, Simon, tu fais ton pain au restaurant. Et un restaurant n'est pas toujours équipé, c'est pas une boulangerie, un restaurant. Donc il faut trouver des alternatives pour obtenir une croûte telle que tu la conçois. Comment tu fabriques ton pain? Alors nous, on a étalonné une recette avec un ami boulanger. L'idée, c'était de recréer, de travailler et sur la recette et sur le sel, comme on dit tout à l'heure, sur le taux d'humidité du pain. Et pour arriver à avoir une croûte, la façon ce que je recherche, suffisamment épaisse sans l'être trop non plus, pour pas monter, pas trop de coloration aussi, pour pas monter trop dans les amers. Et donc la difficulté était d'arriver à avoir une cuisson qui soit homogène sans avoir de four boulanger. Mais bon, aujourd'hui, on arrive à avoir un pain comme on le désire, avec une croûte qui est suffisamment épaisse, en tout cas sur le dessus, et un peu plus fine sur le dessous. Mais c'est important, pardon, ce qu'il dit, c'est effectivement une croûte ni trop épaisse, ni trop fine, pas trop cuite, c'est-à-dire que moi, je suis beaucoup pour le plaisir de manger. Le plaisir, il va être vraiment dans cet équilibre de quelque chose qui va avoir beaucoup d'arômes, mais qui ne va pas être trop fort non plus, trop amer ou brûlé. Donc c'est le talent du boulanger de trouver le bon équilibre. Mais je crois que ça va même plus loin ici, parce que les dogmes, j'aime pas, je ne suis pas doctrinaire, mais je crois réellement que le pain ne peut pas atteindre son apogée sensoriel s'il n'y a pas échange d'arômes entre croûte et mie. Et si la croûte ne subit pas une réaction Maillard correcte, s'il n'y a pas caramélisation, on ne peut pas obtenir cet échange qui est formidable et qui nous permet d'avoir un pain qui est réellement voluptueux, qui est réellement ensorcelant. Mais je me rappelle avoir été très marquée en entendant Steven il y a quelques années, en disant la spécificité du pain français, c'est le croustillant. Oui. Et effectivement, c'est ça. Enfin, il y a le plaisir des arômes et des échanges, mais il y a aussi le plaisir de la texture du croustillant. J'aime beaucoup, moi, ces couleurs rougeâtres. Mon pain, je suis content, moi, lorsqu'il vire vers le rouge. S'il vire vers le rouge, eh ben, ça veut dire... Terre de Sienne, moi. Terre de Sienne. Non, mais c'est rouge, c'est caramel, là c'est un peu rouge, là c'est... Alors on peut On a dire des non, reflets, mais c'est un fond de feu derrière, c'est un fond de... Et ça veut dire, ça me plaît beaucoup. Pas blanc, quoi. Ça donne Mais ce qu'il y a également, c'est un des rares aliments qu'on mange sans intermédiation des ustensiles. Donc on touche le pain, forcément.
Et donc il y a cette sensualité, il y a cette intimité. On est en transgression parce qu'on touche comme ça, mais il y a le son de la croûte. Il y a cette chanson. D'abord la chanson en sortant du four, le reçuage, et puis après à table, et puis il y a le tambour qui nous rassure. Là il y a une cuisson formidable parce qu'il y a ce son un peu creux, et puis il y a cette texture qu'on sent avec ses doigts. Et alors on voit là, tous ces pains sont scarifiés, enfin non, sauf la ciabatta, j'imagine que ça aussi c'est important dans la constitution de la croûte. Oui, puis c'est ce qui permettra d'avoir un joli développement. Hein. Si vous ne lamez pas votre produit, il est un petit peu retenu et il craquera un petit peu n'importe comment et aura surtout un développement bien moins intéressant. Donc le fait de le lamer, on oriente un petit peu la poussée gazeuse, quoi. On pourrait ne pas scarifier on pourrait, mais... Certains le font, je crois. Oui, alors si vous ne scarifiez pas, ça veut dire que la clé, vous retournez votre baguette ou votre pain et c'est le façonnage, la clé du façonnage qui s'ouvre naturellement. Mais inévitablement, un pain, il va doubler de volume au four. En moyenne, il faut impérativement qu'on l'aide à cette poussée gazeuse, qu'elle soit un petit peu orientée pour... Ça va être anarchique. Et... La grignée naturelle remonte. Juste sur un aspect plus particulier, surgélation, congélation. Est-ce qu'on peut congeler son pain? Est-ce qu'il vaut mieux le surgeler? Comment est-ce qu'on le remet en température? C'est quoi les bonnes pratiques? Quand moi je vais chez Lalos, qui est un des meilleurs boulangers de France, j'achète mon pain. Je peux acheter 2 ou 3 pains et je peux congeler 2 pains. Et 2 jours, 3 jours, 8 jours plus tard, je peux les sortir. Je les mets au four à 110, 115, 120, 7-8 minutes. Et je mets parfois un peu d'eau, juste un tout petit peu. Et je sors un pain. Est-ce que la croûte conserve toute son croustillante? J'ai quand même pas mal de croûte. Je dirais que je préfère faire ça que de m'obliger d'acheter un pain médiocre dans une boulangerie où le boulanger est indifférent à la qualité des choses. J'ai la même pratique, je préfère aller faire du chemin pour aller chez un bon boulanger et du coup on a acheté beaucoup de pain et en congeler une partie. Je crois qu'une chose qui est importante, c'est de décider de la congélation au début, c'est-à-dire il y a une chose qui est importante, c'est de congeler le pain quand il est encore frais, c'est-à-dire au même moment où on va commencer à le manger et pas attendre qu'il est séché, et on aura un très très bon résultat. Et c'est bien préférable d'acheter un bon pain et de le congeler que d'acheter le mauvais pain simplement parce qu'il est là à 5 minutes en bas de sécheuse. Aujourd'hui, dans les rayons de supermarché, on trouve des pains sans croûte. C'est quoi? C'est une américanisation aussi pour moi, oui. C'est une forme. Vous bradez votre héritage, votre patrimoine gastronomique quand vous mangez des pains comme ça. En partie, je crois qu'il y a un double échec. Il y a un échec technique en boulangerie où on n'apprend pas aux jeunes l'importance de la croûte. Et il y a un échec de transmission. On ne fait pas l'éducation nécessaire des consommateurs en expliquant pourquoi, avec une croûte, ils vont trouver quelque chose de beaucoup plus émouvant. Car finalement, c'est l'émotion qui compte ici. Et ça s'inscrit dans son cortex. Et c'est ça qui nous donne ce sentiment proustien quand on a quelque chose qui était formidable hier, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans. Et là, la croûte joue un rôle absolument de catalyseur. Totalement d'accord avec ce que dit Steven. Et il y a vraiment, il y a l'aspect texture et croustillant de la croûte, mais on mange vraiment avec tous les sens. Et aussi bien on peut sentir le pain, mais quand il est en bouche, il y a quand même beaucoup des arômes qui vont être dans la croûte par rapport à la caramélisation. C'est le goût, vous me disiez. C'est une grande partie du goût. Mais on peut aussi faire le test de soufflage avec la croûte. C'est quoi ce test? Comme ça. Quand on a du vin pour l'aérer, pour l'oxygéner, on fait comme ça et ça fait émerger les arômes. Et si on prend la croûte, c'est pas très hygiénique, mais et si on souffle et on capte immédiatement tout ce que vous disiez sur la complexité des arômes. Et pour continuer sur la cuisine, toi tu cuisines aussi avec du pain dans... Alors c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Ouais. On aime bien, et encore une fois, la croûte reprend vraiment un sens parce que suivant les plats et les choses qu'on a envie de créer, on va jouer sur les amertumes, sur une certaine acidité. C'est vrai qu'on a tendance, nous, on peut même faire brûler du pain, ou brûler vraiment de la croûte, mais brûler, pour l'infuser dans des bouillons, pour essayer de rechercher un côté, pour essayer de développer des saveurs déjà qui sont dans la recette du pain, déjà, dans la concentration et dans la fermentation du pain, et ensuite pour développer un certain côté
torréfiée qu'on peut avoir à travers une croûte et qu'on n'aurait pas avec autre chose. Donc tu fais une glace au pain, par On exemple? fait une glace au pain, on fait des bouillons infusés au pain, on fait différentes choses comme ça. On travaille avec. On peut tout à fait faire des chapelures, on peut tout à fait. La croûte me semble pour moi vraiment plus intéressante parce que elle est vectrice de beaucoup de saveurs. Donc quand on va travailler pour faire un croustillant, je sais pas, ça peut être autant sur des poireaux ou simplement une poudre de pain. J'aurais tendance vraiment à sélectionner et récupérer les croûtes. Je me permets de rajouter un mot parce qu'on est au restaurant où souvent le pain est un affront, est un véritable insulte parce qu'on nous donne des mets formidables, on nous donne une liste de vins absolument envoûtante et on nous donne un pain qui est tristouné. Si l'éducation doit se faire, elle doit se faire dans la boutique certainement, mais également à table. Et si on n'explique pas ce que c'est le pain, s'il n'y a pas un sommelier de pain, c'est le nom de mon blog, mais bon, réellement on perd une occasion formidable d'intégrer les gens dans une expérience gastronomique globale. J'appelle mes amis restaurateurs de penser à ça et je promets à ce moment-là de renoncer à apporter mon pain à table quand je suis dans les restaurants. Ah ben, il y a pour moi là un fond de potiron, de patates douces. Il y a aussi c'est épicé, il y a le torréfié. Ce que j'ai torréfié. Il y a un peu de miel. Et puis il y a dans la croûte essentiellement. Mais je crois que là c'est difficile de désagréger les deux. Mais c'est un pain qui est une symphonie d'arômes et de goût. C'est un pain que je trouve formidable. La mâche est bonne. Je voulais juste terminer sur il y a un très joli texte de Francis Ponge, peut-être vous faire réagir sur le pain. J'ai juste un extrait qui parle de la croûte, qui est très joli, je trouve en tout cas. Qui dit: la surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Donc le Taurus, c'est un massif montagneux en Turquie. Effectivement, quand on regarde et on parlait du plaisir des yeux, Ponge ajoute qu'il parle de la mie en parlant de la mollesse ignoble sous-jacente et ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme mie à son tissu pareil à celui des éperons. C'est chouette ça. C'est plaisir, je pense, C'est très joli. Merci à tous.